Bienvenue dans les Chroniques Vagabondes. À l'intérieur de l'ouvrage intitulé « L'usage du monde », Nicolas Bouvier le dit ainsi. Finalement, ce qui constitue l'ossature de l'existence, ce n'est ni la famille, ni la carrière, ni ce que d'autres diront ou penseront de vous, mais quelques instants de cette nature, soulevés par une lévitation plus sereine encore que celle de l'amour, et que la vie nous distribue avec une parcimonie à la mesure de notre faible cœur. Avec la rencontre de la famille Torres, de Claudio et de l'étrange Mariano, Paul et moi avons maintenant une certitude. Des événements incroyables surviendront sur cette route. L'organisation et la vie de cette errance sonnent à présent comme du papier à musique. Une musique brillante, intense, à la fois sûre d'elle et pleine de tâtonnements. On est prêt à vivre des expériences plus fortes. Cette confrontation permanente à l'autre n'est pourtant pas toujours évidente, mais apparaît la plupart du temps comme merveilleusement satisfaisante. Nous entrons à présent en Argentine, dans un Buenos Aires désert, où la chaleur écrasante et le silence de plomb confèrent à cette ville une étrange ambiance. Nous, notre but, c'est de rencontrer au maximum. On prend ça en fait dans nos propres mains, quoi. C'est ce qu'on fait en permanence. Dès qu'on croise le regard de quelqu'un dans la rue, on approche, on dit bonjour, on commence à parler de la pluie et du beau temps. Enfin, presque comme des gros relous. Mais finalement, en fait, en créant cette friction en permanence, ça fait que quand on tombe sur des gens cool, qui en plus veulent nous accueillir, de la friction naît des étincelles et puis un énorme feu de joie derrière, quoi. Je vois au loin ce qui m'anime et m'excite. Cette petite pointe là-haut, là-bas, nécessite que je grimpe comme un dératé, que je m'agrippe à cette face du rocher qui s'effrite, se délite, me mène la vie dure et m'incite à persister, ne pas lâcher, à continuer. Donc finalement, c'est ça, on va d'incendie en incendie qui brûle hyper fort et rapidement. Et voilà, c'est ce qui nous consume finalement pendant ce voyage-là, quoi. C'est de rencontrer les autres, de nous rencontrer nous-mêmes au travers ces moments. Mais effectivement, on va pas serrer la main du président de l'Argentine par hasard en le rencontrant dans un bar. Mais les rencontres et les petits moments qui nous arrivent, avec le recul, ont l'impression de faire partie d'une histoire qui avait été presque écrite, quoi. Le 25 décembre 2018, ça y est, on quitte l'Uruguay, dans lequel on vient de passer quelques jours assez intenses, puis les premiers jours du voyage aussi. On prend le ferry et puis on rejoint Buenos Aires, le jour de Noël. Donc on arrive dans une ville en fait complètement déserte, où il doit faire 35 degrés et 70% d'humidité. Il fait lourd, on est lent, il n'y a personne dans les rues. Il y a cette espèce d'ambiance un petit peu surréaliste. Et puis c'est la seule fois en fait où on va voir Buenos Aires avec personne dans les rues. Parce qu'après la fourmilière géante va se remplir de nouveau et puis le rythme dans les rues, etc. n'aura plus rien à voir avec la première impression qu'on a eue des rues de Buenos Aires. Donc à Buenos Aires, même si c'est une énorme ville, notre but c'est toujours de passer du temps chez les gens. On se rend compte qu'évidemment c'est un petit peu moins facile, tu peux moins te balader
les rues d'une des plus grosses capitales d'Amérique du Sud et puis demander banalement aux gens si tu peux aller dormir chez eux. Voilà. Différents environnements amènent à différentes approches. On passe une nuit dans une auberge de jeunesse et ensuite on a une proposition qui est acceptée de couchsurfing. Donc on se met en direction de ce nouvel endroit. Au moment de s'y rendre, on se rend compte que c'est en fait plus dans la ville de Buenos Aires, mais c'est dans la province de Buenos Aires, donc qui est l'énorme région qui entoure la capitale, mais qui n'a plus rien à voir avec la ville elle-même. On monte dans les bus, dans le métro, etc. Et puis comme d'habitude, on fait un petit peu la discussion avec les gens qui sont à côté de nous dans les transports en commun. Là, les gens commencent à nous faire les grands yeux quand même quand on leur explique où on va pour dormir. Et puis les conseils qui reviennent constamment, c'est de faire attention à nos affaires, que si on fait pas attention, on va se faire braquer ou se faire dépouiller sans même s'en rendre compte, etc. Donc c'est vrai que quand il y a une ou deux personnes qui te donnent ce genre de conseils, tu en fais ce que tu veux. Quand systématiquement chaque personne à qui tu parles te dit de faire gaffe, l'atmosphère change, ou en tout cas ta perception de l'atmosphère change aussi un petit peu. Donc après cette route où on enchaîne les trains et les bus, on arrive finalement dans une petite ville en banlieue de Buenos Aires qui est... l'ambiance est un petit peu sombre, quoi. On arrive après le coucher du soleil, on ne sait pas du tout où on est. Toutes les maisons qu'on voit sur notre chemin sont presque barricadées. En fait, chaque maison a des hauts murs barbelés qui l'entourent. Chaque porte est un petit peu grillagée, enfin une double porte en fait. Il y a du grillage et il y a la porte normale. Donc on sait qu'on est dans la bonne rue, on sait qu'on s'est rapproché du bon numéro, sauf qu'on n'arrive pas à le trouver. On frappe à une porte et puis on dit qu'on cherche telle personne. La dame qui nous parle fait plusieurs vérifications pour savoir pourquoi on est là, qui on demande et qui le demande, pour finalement nous indiquer que c'était juste la maison voisine, en fait, à laquelle il manquait les numéros. Donc on frappe à cette porte, et là c'est donc Lucas, notre hôte, qui nous ouvre, qui ressemble un petit peu à un Jésus argentin, on va dire. Les grands cheveux, la grande barbe. Il parle pas beaucoup, contrairement à sa maman avec qui il habite, qui ponctue toutes ces phrases de grands éclats de rire dont on ne connaît pas la signification. Voilà, il nous montre brièvement sa maison, qui est vraiment juste faite de parpaings et de tôle, avant de nous indiquer qu'il va nous emmener dans notre chambre qui se trouve à l'arrière de la maison. Et donc, il nous emmène à travers son jardin, et son jardin, en fait, qui se trouve être une forêt de cannabis. Voilà, au moment où on rentre, évidemment, l'odeur nous saisit, mais c'est littéralement des pieds de cannabis partout, dans un espace vraiment restreint. Il faut se faufiler à travers les pieds pour rejoindre notre chambre, qui est encore une fois à peine faite de parpaings et de tôle, et puis c'est plutôt le sol en terre battue qui se trouve là aussi. Donc nous, on va passer finalement 2-3 jours en leur compagnie, dans cette espèce de maison barricadée où en fait, une fois qu'on est à l'intérieur, on ne sait plus vraiment ce qui se passe dans la rue aux alentours. Lucas, en fait, c'est un facteur de sa commune. Et puis, chaque tournée va s'achever chez lui avec ses 2 potes facteurs. Et en fait, ils viennent boire des coups et fumer des joints en triant le courrier qui n'a pas été distribué. Donc nous, on a cette vision assez incroyable des 3 facteurs torse nu, en train de se faire tourner les joints et les bouteilles de bière et prendre des notes du courrier non distribué en faisant des piles à même le sol de ce qui doit repartir à tel ou tel endroit.
On va accepter une proposition de barbecue avec eux. Et on se rend compte aussi que les barbecues sont uniquement composés de viande. Donc il va y avoir 2-3 coupes différentes et un peu de chimichurri, qui est une sauce à base d'herbes et d'ail, mais aucune autre variété d'ingrédients sur le barbecue. Après ça, on va se rapprocher de Buenos Aires avec un couchsurfing de nouveau. On se retrouve dans la cité de Piedra Buena. Il faut imaginer une cité de banlieue de Buenos Aires qui a été ravagée les années d'avant par la délinquance et le trafic de drogue, qui a été construit entre les années 60 et 80. C'est des grandes barres d'immeubles qui commencent à être bien délabrées et elles sont toutes reliées entre elles par des espèces de grandes tours qui donnent des allures de mirador ou de forteresse un petit peu à l'ensemble. Donc c'est vraiment des énormes immeubles défraîchis, mais avec des fresques qui sont peintes dessus, qui apportent la couleur et la vie. Le périphérique traverse pratiquement en plein milieu la cité. Les intérieurs des appartements sont finalement à l'image du reste. Les ascenseurs ne fonctionnent plus. Il y a des espèces de portes grillagées à chaque étage des cages d'escalier. Donc c'est vraiment à chaque fois un espèce de jeu de clés pour accéder à n'importe quelle partie de ces immeubles. Et le soir, on entend les tambours qui résonnent, puisque chaque quartier de Buenos Aires a son groupe de murga. La murga, c'est une espèce de danse, percussion, procession, qui en fait se répète toute l'année et qui, pendant des festivals, les quartiers se réunissent. Le but, c'est de créer son propre costume, qui sont en fait des patchwork de tissus très colorés, presque vraiment des costumes de carnaval, avec ces longues processions qui démarrent avec les tambours et les danseurs qui suivent. Presque ce mélange de danse populaire, il y a comme des mouvements de capoeira un petit peu en même temps, et en fait chaque quartier crée sa propre rythmique et sa propre chorégraphie, même si évidemment les rythmes sont communs, etc. Chaque quartier en fait met en avant sa création artistique et ensuite se retrouve dans des grandes processions populaires où tous les quartiers s'enchaînent. J'ai trouvé ça vraiment beau, le son des tambours qui se met à résonner au soir couchant. Et il y a ce côté presque tribal en fait qu'on retrouve en plein milieu du quartier avec le chant, les hurlements, la danse et les tambours. Nos hôtes à Piedra Buena vont être Sebas et Nati, deux jeunes Argentins qui habitent ici depuis qu'ils sont jeunes. Donc deux personnes qui ont le sentiment d'appartenance à leur quartier, on va dire. Sebas, c'est un trentenaire qui se coupe lui-même les cheveux. Il a un peu des allures de punk. Il est professeur des écoles. Il adore sa cité, même s'il n'a pas vraiment d'illusions sur la qualité de vie qui est disponible.
Nati, c'est une toute petite nana qui est bariolée de tatouages un peu carnavalesques, qui finalement représentent toutes les choses qu'elle aime à Buenos Aires. Sébastien, c'est celui qui nous accueille d'abord via le couchsurfing. Lui, il va nous apprendre pas mal de choses en fait sur l'histoire de l'Argentine, sur la dictature récente, sur l'héritage qui en découle, la crise financière, l'inflation, le futur incertain. Donc on découvre voilà un espèce de sentiment quoi. Et tout le monde sait qu'ils sont un peu dans la merde jusqu'au cou, et voilà, tout le monde fait ses petites affaires pour tenter d'avoir un meilleur quotidien. Pour Sébastien, ça passe par l'accueil au final de voyageurs, et lui c'est un petit peu sa manière à lui de voyager. Donc évidemment eux ils ont plein de questions sur d'où on vient, ce qu'on fait, pourquoi on décide de voyager de cette manière-là, etc. Et puis évidemment, nous de notre côté, c'est pareil, on est très curieux, on a envie de comprendre le pourquoi, du comment, etc. Donc voilà, on passe pas mal d'heures à s'échanger des questions et des réponses. Et puis forcément à lier une espèce d'amitié. On commence tout de suite à bien déconner. Nati, c'est sa voisine du dessus, elle est toujours fourrée avec nous pour les 2-3 jours qu'on passe chez lui. Et d'ailleurs, à la fin de notre temps avec Sébastien, elle nous propose de nous reloger 2 étages plus haut, et c'est comme ça qu'en fait notre logement à Buenos Aires nous tombe un petit peu du ciel, et qu'on va pouvoir passer plus de temps à découvrir cette ville. Du coup, Nati, elle va prolonger l'hospitalité, et puis on va vivre pendant plusieurs semaines dans cette cité. On apprend vraiment à la connaître, on apprend à connaître les gens qui passent du temps en bas de l'immeuble, on apprend à connaître les petits commerces, on apprend à connaître la troupe de Murga qui répète pas trop loin de chez nous. Voilà, on comprend nos aises, on devient un petit peu plus familier avec l'endroit. Nous, on commence à parler un petit peu plus espagnol, on sort en permanence parce que eux aussi veulent profiter, nous faire sortir, etc. Donc on commence à se débrouiller un petit peu plus, à être un peu plus autonome aussi, et à avoir les moyens de faire des rencontres un petit peu plus approfondies, etc. Donc voilà, déjà, il y a quelques jours, on était en Uruguay, on ne trouvait pas nos mots pour expliquer ce qu'on était en train de faire, et puis voilà, le rythme et l'intensité s'accélèrent quand même aussi de manière assez intense. Dans des moments, on se retrouve dans des situations vraiment inattendues, avec des gens qu'on a rencontrés la veille, mais voilà, on apprend aussi à faire confiance. C'est vrai par rapport au discours que les gens nous tiennent de se méfier, etc., nous on est en fait plutôt, on n'a pas peur de baisser la garde parce qu'on a le feeling aussi avec les gens, et ça nous permet de nous retrouver dans des situations un petit peu rocambolesques, dont une participation à la radio, parce que Nati, ce qu'elle nous dit au bout d'un moment, c'est qu'elle anime une émission de radio toutes les 2 semaines avec un ami à elle, où il parle un petit peu des nouveautés musicales et culturelles de Buenos Aires. Et ils sont tous fans de rock en Argentine, et du coup Thomas a l'occasion de passer quelques CD, etc. Voilà. On est encore une fois, on ne sait pas trop comment ça se passe, mais on arrive à Buenos Aires, et puis 2 semaines plus tard, on passe à la radio en train de parler de voyage et de musique en espagnol.
Ces quelques semaines à Buenos Aires, elles sont assez intenses. Le rythme de la ville, le rythme de sa vie sont hyper intenses. L'été bat son plein, donc les clims tournent à fond dans une ville où il fait pratiquement tout le temps 40 degrés. Dès qu'on rentre dans un magasin, on en perd 20 et on a l'impression qu'il nous faut un manteau ou une doudoune en fait, pour aller faire ses courses, alors qu'à l'extérieur, la chaleur est écrasante et incessante. On sort pas mal, c'est une période où on dort pas beaucoup et où on multiplie les rencontres, les sorties. Nati, elle bosse 6 jours par semaine, pendant 10 heures. Donc c'est vrai qu'on passe plutôt nos soirées ensemble. Elle travaille dans une chocolaterie et elle gagne environ 400 € par mois, ce qui est le salaire minimum en Argentine. Qu'on se rende compte aussi voilà, que ça travaille dur pour pas beaucoup d'argent. Même si les conditions de vie sont finalement assez précaires pour tous. Et ça, c'est quand même l'impression qui commence à s'implanter pas mal dans nos têtes, quoi. C'est que quand même la majorité des gens vivent plutôt dans la galère plutôt que dans la facilité. Sí, gracias a todos. Es un banco de semillas, Inafem, ¿no? Gracias por nuestra fin de año. Les amis. Sí, no, muy agradecido. Agradecidos. Hoy comieron tarta de mi vieja. Sí, c'est quoi agradecido? Reconnaissance. Llegué y estaban así como rotos, con hambre, comida. ¡Ah! Como un ángel. Ducha y comer. El ángel de Piedra Buena. ATR. Le enseñaba ATR. Un moment assez marrant, c'est évidemment le Nouvel An, puisqu'on se fait inviter de manière vraiment chanceuse par des gens qu'on a rencontrés dans la rue. Donc là encore, quelles sont les chances, quoi. Et on se retrouve propulsé dans une espèce de manoir, dans un quartier huppé de la capitale, où il va y avoir une centaine de personnes qui s'y retrouvent. Il va y avoir des groupes de musique, ça se baigne dans la piscine de l'énorme jardin, etc. Donc voilà, cette espèce un peu de contraste entre nous, on passe nos journées dans une cité délabrée, et puis là on se retrouve vraiment dans un tout autre changement d'ambiance, à côtoyer des gens qui en fait connaissent même pas la cité où nous on vit, quoi. Donc voilà, il y a toujours ces moments un petit peu marrants où nous on a l'impression d'avoir accès finalement à des petits secrets ou à des lieux et des personnes qui sont un petit peu inconnus en fait, ou qui agissent dans l'ombre. Et en tout cas, le sentiment pour moi de faire les choses de la bonne manière, quoi, de passer du temps avec des gens qui représentent un petit peu l'ensemble de la société argentine, en tout cas de la société à Buenos Aires. Une de ces sorties va nous amener dans un bar à écouter un groupe de ska. Donc c'est marrant parce qu'en fait on va voir ce groupe qui est plutôt de la musique dansante, mais là-bas la première partie de soirée se fait assise, en train de manger et de boire, même en écoutant un groupe qui fait de la musique qui est plutôt faite pour danser. Et quand le groupe a fini, les tables s'écartent, on arrête de manger et la salle devient le dance floor. Et là, on passe de la cumbia toute la soirée, et puis c'est là que les gens dansent vraiment. C'est d'ailleurs comme ça qu'on va rencontrer Angela Fontana, une jeune Argentine qui fait ses études à Buenos Aires. Alors là, la rencontre avec Angela, c'est encore un truc de fou, quoi, parce que ça se joue vraiment à rien. Mais il y a un côté où on a l'impression que c'était écrit, quoi. En fait, ça fait depuis le début du voyage que Thomas me répète assez régulièrement que lui, il veut faire du cheval dans la campagne. Et puis voilà, qu'on va essayer de trouver des gens avec un ranch qui vont nous inviter à faire du cheval, quoi. Donc vraiment, il le répète et puis il le manifeste. Et finalement,
Ça fait quelques jours qu'on traîne ensemble avec Angela et puis elle nous explique que sa famille a un ranch dans la campagne de la province et qu'elle nous invite à venir le visiter et qu'on va même pouvoir faire du cheval. Donc voilà, moi évidemment je suis hyper content, même si c'est toujours un petit peu difficile à croire quand le truc finalement nous tombe dessus. Donc on quitte Buenos Aires quand même après 3 semaines dans cette grosse ville. On arrive donc à Balcarce, on avait convenu d'un point de rendez-vous avec Angela, qu'on avait jusque maintenant connue que dans la ville de Buenos Aires. On la voit qui nous attend, adossée à un vieux pick-up Ford des années 60, tout rénové, et qui nous fait signe. Donc en moins de 2, on se retrouve avec les bagages à l'arrière du pick-up et en route pour la maison familiale. Et on se fait accueillir par la famille Fontana, dont Angela était au final la parfaite ambassadrice. Ils sont tous généreux et rieurs comme elle l'est. Et puis elle représentait un petit peu parfaitement le reste de sa famille. Horacio et Alejandra, ses parents, sont très ouverts d'esprit et très généreux aussi. Ils vont nous accueillir de manière très simple, sans faire de chichi. Voilà, ça se fait de manière très simple. Et c'est assez intéressant pour nous aussi, parce que là, on change complètement de catégorie sociale et d'ambiance, on va dire, par rapport aux gens qui nous ont accueillis jusqu'ici. Et voilà, donc là, c'est une famille de propriétaires terriens qui possèdent du bétail, qui possèdent des chevaux et qui possèdent de l'espace. Et on comprend qu'on va aller, en fait, qu'on est invité à aller passer une soirée à la maison de campagne qui se trouve un petit peu à l'extérieur, que Angela a prévenu quelques amis à elle. Et on se retrouve tous dans le pick-up avec la nourriture, de quoi boire et puis l'équipement pour aller passer 2 jours dans la Pampa. On se retrouve donc à parcourir les champs de maïs à l'arrière du pick-up, les nuages de poussière qui s'élèvent dans l'horizon et puis qui disparaissent. Il n'y a pas vraiment de relief dans cette région, tout est super plat, donc en fait tout ce qu'on voit à l'horizon c'est des champs, c'est l'agriculture. Et finalement, on va arriver à une espèce d'oasis au milieu de ce désert de champs. Le ranch familial, il est juste serti de quelques arbres, mais c'est vraiment les seuls qu'il y a à l'horizon. C'est un petit peu une cabane hors du temps aussi, puisqu'il n'y a pas d'électricité. L'eau est pompée par un système d'éoliennes. On va se faire du feu le soir et s'éclairer à la bougie. Et puis surtout, on va passer toute une après-midi à faire du cheval avec les filles.
Les chevaux qui vivent dans les grands espaces clos, mais qui sont adjacents à la maison, quelques-uns viennent évidemment nous porter attention à notre arrivée. Et donc Paloma, la petite sœur d'Angela, commence à en apprivoiser un en fait, et sans qu'on s'y attende, saute sur son dos, sans selle, sans harnais, sans rien du tout, lui donne un coup de talon et elle disparaît à l'horizon à cheval, sans aucun équipement. Cette première vision était déjà assez incroyable. Et quelques minutes plus tard, à l'horizon toujours, réapparaît Paloma à cheval, avec plusieurs chevaux qui la suivent. Donc c'est un petit peu la jeune femme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Moi je suis un peu sur le cul. Et en fait, voilà, elle est allée chercher les chevaux pour qu'on commence à les équiper et qu'on aille faire un tour. Avec Thomas, on n'y croit pas vraiment jusqu'à ce que on sente les chevaux à côté de nous. Mais voilà, un des objectifs du voyage est en train de se réaliser. La petite sœur d'Angela, elle fait partie de ces Argentines qui sont pratiquement nées sur un cheval. Puisque dès qu'ils sont tout petits, les enfants sont à cheval avec les parents. Voilà, il y a presque une espèce de seconde nature comme ça. Donc Thomas et moi, on n'est jamais montés à cheval de nos vies avant ça. Et on se retrouve avec pour seul équipement une longe simple, quelques peaux de mouton qui font office de selle et pas d'étrier. Et il faut tenir en équilibre sur ces énormes animaux qui font un petit peu ce qu'ils veulent de nous au final. Mais on se rend compte que c'est surtout les nanas qui mènent la danse quand elles entraînent tout le troupeau au galop. Et Thomas et moi, on se retrouve tant bien que mal finalement à essayer de rester perchés sur les bêtes en serrant de nos jambes tout ce qu'on peut. Et on se retrouve tous à dos de cheval, le soleil commençant à se rapprocher de l'horizon et nous en train de galoper à travers la campagne. C'est des images qui restent gravées dans la tête. À mi-chemin entre le rêve et le film d'un côté. Ce qui diffère d'un rêve ou du film, c'est la peau de nos fesses qui s'est décollée à force de galoper comme des malades et en étant retenus que par les peaux de mouton. Il va sans dire que pendant 2 jours après, on a marché comme des cow-boys. Una amiga nuestra que tiene un carácter chiquita, un carácter. No. Un carácter, No. no un carácter. No, un carácter. un carácter, amigo, que da culo para el norte. Ah, bueno. Bien. Uruguayo. Nunca me salió eso. Sentalle gordo. Ah, ¿sabes? Ah. No sabemos hacer a la primera vez. Dejarlo medio así, cerca, y dejarlo flojo que se te muere, así. Dije, alto chasquido. Sí, cuidado. ¿Qué suena? Dejarlo cerca, dejarlo entre medio de estos dedos. ¿Pero esto los cruzo? ¿Qué hago? Yo hago esto, tipo, dejar los dedos así y el dedo gordo entre estos medio dos. Como que lo ¿De cuál? ¿De cuál? Vamos a brindar por Francisco. Ah. Feliz cumpleaños, Fran. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Salud, salud. Feliz que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. La gente No, de- no, c'est
la verdad. Bueno, pero nosotros acá en Argentina, mi padre italiano, mi madre española, descendencia de española, ella descendencia de Ucrania y alemana, o alemana, todo eso. Así que vos fíjate la mezcla, mis hijos, Mucha mezcla. Sí, sí. el italiano, Y allá que están tan cerca no se mezclan tanto. no que es española e italiano. Se cruza con una ucraniana, alemana, toda una mezcla. Pero es y, muy- y salió esto. Salió eso. Salió esto. Algo salió. Palomita. Palomita. Finalement, on se lie d'amitié avec la famille Fontana, la famille qui nous accueille. Et on va passer plusieurs jours avec eux, aller dîner chez les grands-parents, participer à une fête d'anniversaire. Et on a, voilà, encore une fois, cette impression d'être adopté en quelque sorte par la famille, qui fait vraiment aucune distinction entre ces invités venus d'ailleurs et leurs familles et leurs amis réguliers. Donc c'est assez réconfortant. Et puis c'est vraiment un raccourci, encore une fois, pour pénétrer et apprendre la culture argentine. Là, il y a un vrai échange culturel qui se fait. Ils nous en disent beaucoup sur les traditions plus rurales de l'Argentine au final. L'histoire des gauchos, donc ces cavaliers argentins qui sont responsables du bétail et qui parcourent la campagne. Et aussi, là, on va prendre le temps un petit peu de regarder cette carte d'Argentine et pas de préparer un itinéraire, mais en tout cas de glaner quelques informations, des points intéressants. Et donc c'est lors de cette semaine qu'on entend pour la première fois parler de destinations comme Capilla del Monte ou Santa Rosa de Calamuchita, qui vont être finalement des endroits où on va faire étape dans les semaines à venir. I'm looking for you. I'm looking for like you do. A good meeting, sharing something in the middle of this crowd. My flesh is made of cotton. I'm gliding above people dancing. Oh, weather so heavy to carry. Tired and high, but so fucking happy. Suivez-nous dans les Chroniques Vagabondes. Prenez-vous à voyager avec nous. Rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. I'm looking for you. I'm moving like you do. I'm just trying to follow your steps, taste your luscious lips. Hey, I can feel your gaze on my face. Hey, oh, your body comes to me. Your body comes to me. My body comes to you. My body. You looking at me. You taking care of me. We discover each other with much tenderness. We talk for hours, naked on your couch. I see you smile behind the fog, the sun is gone.